Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission dédiée au bien-être. J'espère que vous allez bien, que votre week-end a été, que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. En tout cas, je vous la souhaite tout simplement merveilleuse, radieuse et que les bénédictions pleuvent de partout tout au long de cette semaine. Oui, le plateau du bien-être, ça démarre comme ça. Je suis là, très contente, car ma team, la team du lundi, la team choc du lundi. Les lundis seulement, c'est un autre jour. Les lundis et les jeudis. Jacques, pourquoi tu me regardes comme ça, pardon? Je vais commencer par ici. Je ne veux pas de problème. Charlène, bonjour. Bonjour Blandine. Vendredi seulement elle disait ici qu'elle adore les vendredis. Maintenant c'est lundi et jeudi. Bon, je comprends pas. C'est lundi et jeudi. Mes jours là, c'est lundi et jeudi. Il faut noter. Je répète. Si vendredi et jeudi. Si vendredi tu dis que c'est le jour tu adores là. Écoute, vendredi c'est un jour que tout le monde adore. Ça c'est pas le week-end. Le du lundi, jeudi, vendredi. Non, on n'a plus besoin de faire cette répétition. Ce serait comme si je fais une redondance. Merci. Excusez-moi s'il vous plaît. Les gens ne pensent qu'à vendredi. Moi, je vais commencer à vous saluer parce que... Elle n'a pas encore fini. On peut couper la parole à quelqu'un comme ça. C'est quoi? Je veux qu'il y ait une certaine... Vous avez un peu divagué. Un lundi là. Trop pressé, sinon tu risquerais de souffrir de... Laisse. On peut couper la parole à l'enfant de quelqu'un lundi matin comme ça. Tu as chance que Blandine a calmé mon cœur. En tout cas, Blandine, je vais bien. J'espère que toi aussi, toute pimpante ce matin. En tout cas, merci. Toi-même, tu sais, moi, c'est humilité, ça, maman. Donc, bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là et nous allons vous permettre de bien attaquer la semaine. En tout cas, on est là. N'est-ce pas? Jacques, bonjour. Quel moment on va faire quoi maintenant? En tout cas, ça a donné même. Ça a donné. Seulement, j'ai passé tout le week-end à prier seulement. Pour quelle école on peut savoir? Est-ce que j'en sais? Quand on te voit, on voit l'onction qui dégage. Ouais. Parce que peut-être que mon bien-être, qu'est-ce que j'en sais? Bonjour tout le monde. Actuellement, je dis bonjour aux parents parce que c'est une folie qui se passe dans la tête. On peut faire ça. Une folie qui ne dit pas son nom. Et puis c'est vrai. Parce que la rentrée est proche. On réfléchit, est-ce que je pouvais trouver les moyens pour payer les fournitures scolaires, d'abord même la première tranche d'écolage qu'on réclame souvent. D'autres même actuellement sont en train de réfléchir, où est-ce que je vais trouver une place pour mon enfant, pour inscrire cet enfant là. Donc c'est pas aisé. Je n'ai pour moi, je dis le célibat est une grâce, profitante. On est dans ça. Profitons tant qu'il est encore possible. Parce que ce stress là, je ne peux pas supporter. Que Dieu vous vienne en aide, ça va aller. Amen. Ça va aller. Beaucoup de courage à tous ces parents là. Franchement, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, Jacques. Merci de leur avoir fait un coucou. Merci sérieusement d'avoir pensé à tous ces parents. Je serai papa bientôt, donc je m'apprête quoi? N'est-ce pas? Que le célibat est bon là. Tu t'apprêtes à être papa. Je suis à 15% du téléchargement. 15%. Comme aujourd'hui. Donc, qui sait, bientôt ça peut aller à 90 et tu dis 100%. Tout est possible. Excuse-moi beaucoup. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes charmantes dames. Bonjour à mon cher Jacques, mon ami de tous les jours. Ah ouais, mon cher. Mon compagnon de galère. Comment galère? Non, mais c'est une expression qui me dit que on a traversé quand même les saisons de plateau du bien-être. Donc voilà, c'est mon compagnon de galère. Bonjour aussi, voilà, nos chers amis amoureux du plateau du bien-être. On espère que vous allez très très bien, que le week-end s'est très bien passé. En tout cas, nous on est là. Au taquet, voilà, pour vous permettre de bien démarrer cette semaine et aussi vous donner les bonnes informations pour mieux vivre au quotidien. Voilà, de bonnes informations pour vivre mieux au quotidien, c'est notre objectif dans cette émission. Et aujourd'hui, nous allons penser à toutes ces personnes-là qui démarrent tôt, précocement la sexualité aujourd'hui.
les risques que ces personnes-là courent. On va en parler avec notre invité, ce sera dans quelques instants. Mais avant, vous le savez, hein, lundi sans causerie, ce n'est pas lundi du tout. C'est ça. Du tout, du tout. C'est ça. Vous êtes prêts? On y va. On lance. Jacques est prêt depuis avant de quitter la maison. Alors, aujourd'hui, le thème de notre causerie, hein, le voici. L'amitié est-elle nécessaire à l'équilibre psychologique? Quelle amitié? Amitié homme-femme, on dit amitié de façon Amitié de façon générale. Parce que c'est important. Hein. Ah ouais, Même amitié homme-femme, là, c'est important. ouais, aussi. ouais, il faut préciser. Il faut préciser. Parce c'est que important. le genre importe. J'avais parlé ici, là, vous avez dit, maintenant vous dites c'est important. Non, tu sais, Parfois, il faut préciser les il faut choses. préciser. Excusez-moi Ça, beaucoup. On parle quand même de C'est la l'amitié. psychologie. C'est l'amitié en général. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on attend qu'il se jette à l'eau bien. Comme j'ai fait une petite formation à Croix-Rouge. comme bête nageur. Eh bien, je vais me mettre à l'eau. Vous êtes inspiré ce matin. Ouais, je sais que tu as ce que. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers toi pour te le dire. D'accord. Donc, je vais me lancer à l'eau, hein, vu que je ne pourrais pas me noyer de toute façon. Alors, vous savez, la vie nous offre généralement une famille lorsqu'on arrive au monde. Mais il peut arriver que parfois on trouve son autre famille en dehors de la famille biologique, vous voyez. Et généralement, c'est pas les relations voilà, que nous nouons avec d'autres personnes, que ce soit au boulot avec des collègues ou bien peut-être pendant notre parcours scolaire avec les personnes que nous rencontrons, ou même encore peut-être dans la vie de tous les jours, hein, des gens avec qui nous nouons une certaine relation. Alors il faut déjà savoir que une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle personne que vous allez rencontrer peut vous apporter un certain bonheur. Pas forcément l'équilibre qu'il vous faut, mais juste le fait de pouvoir côtoyer cette personne peut contribuer à votre bien-être. Moi, je m'explique en donnant un exemple des personnes. On a tous une personne dans notre vie. Lorsqu'on voit la personne arriver, on commence d'abord à rire. Avant même que la personne arrive. C'est vrai que cette personne a le bonheur ou bien a le sourire facilement contagieux. Et donc, ça permet de pouvoir voilà, s'épanouir avec ces genres de personnes. Maintenant, de là à aller vers la psychologie, au mental, vous savez, il y a des gens qui, par exemple, comme ça, on sourit dans une photo et 3 minutes après ils sont suicidés, hein, c'est-à-dire que la relation ou bien le lien qu'il y a entre l'amitié et la psychologie, elle peut être étroite et en même temps très éloignée aussi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de bons amis, discuter avec eux, trouver votre bonheur avec eux sans forcément être bien psychologiquement. Mais l'amitié peut permettre à ce que ce mental-là soit renforcé. Ça peut vous donner un certain courage à peut-être aller de l'avant dans la vie tout simplement, ou les amis que vous avez autour de vous peuvent avoir les bons mots ou disons les bonnes attitudes pour vous permettre justement en tout cas de croire en vous, d'avoir de l'espoir et d'avoir un certain équilibre psychologique. Voilà, je pense que j'ai touché un peu la thèse et l'antithèse de la question, mais je vais laisser aussi mes collègues s'exprimer sur le sujet parce que je sais qu'ils ont certainement de très bonnes choses à dire aussi par rapport à ça. Merci beaucoup, Ezekiel. Jacques? Oui, merci. Je pense que c'est d'abord un sujet important et toute personne a besoin d'une amitié. En tout cas, une amitié saine, je précise. Oui. Parce que au-delà, en tout cas, au-delà du cadre familial ou encore de ce lien familial que nous avons avec nos parents, nos frères et autres, dans la société, nous avons besoin d'une nouvelle famille. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne peut pas se confier à un membre de notre famille. Et on a cet ami-là qui constitue en quelque sorte nos oreilles, nos yeux et tout pour nous. Moi, je me rappelle, j'ai connu un ami en classe de CP2. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Et il est plus qu'un membre de ma famille en fait. Quand il y a un problème, je l'appelle, on trouve une solution. Et finalement, nos deux familles sont... Finalement, les gens se posent la question, vous êtes de la même famille ou comment? Bon, curieusement, lui aussi, c'est un jumeau, donc c'est devenu une famille en quelque sorte, mais j'ai beaucoup apprécié. Et très souvent, il faut arriver à faire la nuance parce que c'est pas parce qu'on dit l'amitié est bonne qu'il faut tout de suite avoir tout le monde comme ami. Moi, je n'ai pas assez d'amis, mais quand on me demande aujourd'hui qui est ton ami, il est la seule personne que je peux citer en premier lieu. Et parfois même, vous pouvez vous imaginer, un jour, je devais faire un dépôt de dossier
on demande le contact à mettre. J'ai oublié mon contact, j'ai mis son contact. Et curieusement, un jour, on devait appeler, c'est lui qui a décroché. Et tout de suite, il m'a fait le retour que, ben écoute, telle personne, ils m'ont appelé, il y a ceci. Et on a réglé le problème très vite fait. Et c'est important pour notre bien-être aussi parce que il y a des jours, tu passes une journée, à la fin, tu as envie de te confier à quelqu'un. Tu as juste envie de parler, juste te libérer, mais tu ne trouves pas. Et c'est dans ça les gens se suicident. Ou encore, d'autres personnes également se sont confiées à des gens qui n'ont pas su retenir leur langue et sont allés faire une propagande. Après, les gens sont suicidés aussi dans ça. Donc, il faut extrêmement être prudent. Prudent parce que faisons l'effort de nous connaître, de connaître notre environnement. Il y a une autre forme d'amitié qui aujourd'hui prend de l'ampleur. C'est l'amitié sur les réseaux sociaux. Je voudrais attirer vraiment notre attention. Il faut être prudent parce que l'amitié sur les réseaux sociaux, c'est comme une amitié virtuelle. Tu ne connais pas véritablement l'intention de la personne qui se cache derrière son téléphone, son portable. Derrière l'écran, parce que il y a ce que nous affichons et ce que nous sommes réellement. Moi, ça me désole parfois quand on organise de petites séances de retrouvailles, les gens sont encore scotchés à leur smartphone. Finalement, je me pose la question, on est là pourquoi? La chaleur humaine dépasse toute chose. Quand on n'a pas la possibilité de se voir, on s'écrit sur nos appareils et tout, mais on a maintenant l'opportunité de nous retrouver, de nous mettre ensemble. Pourquoi encore être scotché à nos téléphones? Ça ne peut pas aller. Regardez même dans certaines familles, il y a des enfants qui n'ont pas d'amis dehors. À un moment donné, les parents sont conscients de l'effet que ça fait et demandent parfois à ce que certaines personnes viennent à la maison pour permettre à cet enfant d'apprendre à vivre la vie sociale. C'est important. Et vous allez même voir dans certaines familles, par moment, on organise des camps, des sorties, des vacances, des colonies de vacances et autres, pour permettre à ces enfants-là d'arriver à tisser des relations avec d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas, d'arriver à faire un certain nombre de choses. Et ça permet aussi à l'enfant de se responsabiliser. Ça permet aussi à l'enfant de savoir que, écoute, je suis responsable de mes actes, je dois savoir faire et je peux aussi apprendre de l'éducation de l'autre. Donc, je vais dire que c'est vraiment important pour notre équilibre ou bien notre santé mentale. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, je pense que... Tu vois comment ils ont jeté leur regard sur moi. Genre, ils se disent, qu'est-ce qu'elle va dire? Non. Avec toi, on ne sait jamais. Non. Aujourd'hui, bon, il faut être réaliste. Hein. L'amitié, souvent, peut être nécessaire à avoir un équilibre mental. Et ça peut également t'amener directement dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Avant, nos mamans, les amitiés de nos mamans, c'était vraiment sincère. Hein. Mais aujourd'hui, c'est carrément autre chose. Surtout entre vous les filles. Là. Vraiment, surtout. Voilà. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça, souvent, moi, je préfère me confier à un garçon. Tu sais qu'il garde le secret, peu importe ce qui arrive. Mais aujourd'hui, amitié entre femmes, là, dès qu'il y a une dispute, et puis il y a aussi la jalousie. Quand, par exemple, vous avez, vous deux, des gars, hein, toi, ton gars s'occupe bien de toi, tu lui fais savoir, ou bien qu'elle remarque que, voilà, toi, tu es beaucoup plus chanceuse qu'elle. Un jour, quand il y a une petite dispute, elle fait sortir tout ce que tu lui avais confié. Tu vois. Donc, voilà. C'est très mauvais. Moi, je trouve qu'il faut vraiment faire attention en ce qui concerne les amitiés d'aujourd'hui. Moi, souvent, vous allez me voir, je parle seule dans ma chambre. Genre, je parle à Dieu, je lui explique. Oh Seigneur, tu sais, et hier, je suis sortie, telle personne m'a fait... Après, quand je finis, je dis, aïe, si quelqu'un passe m'écouter, maintenant, la personne va penser que je suis en train de péter les plombs. Mais c'est que j'ai peur, en fait, tu vois. On peut faire sortir tes secrets aujourd'hui. Genre, tu ne pourras rien faire, tu vas aller faux, parce que te Dieu, réfugier. c'est la seule personne qui ne pourra pas dire à quelqu'un tes secrets en même temps. Donc, Mais quand souvent vous faites confiance, femme, hein, vous faites confiance à un homme, par exemple, vous lui confiez des secrets, c'est vrai que la personne peut utiliser, parce qu'il connaît elle connaît tes forces et faiblesses. Si elle veut de toi, elle peut utiliser ta faiblesse pour pouvoir t'avoir. Mais c'est beaucoup mieux de se confier à un homme, mais à 50%. Aujourd'hui, par exemple, je peux confier un secret à Blandine, à toi également. C'est le genre de secret que je sais que demain, même si ça sort, genre, ça n'aura pas d'atteinte, voilà, d'impact sur ma psychologie. Donc, il faut savoir quoi raconter à qui. C'est vrai que, comme Jacques vient de le dire, il y a certaines choses qu'on a sur le cœur qu'on ne peut pas partager avec un membre de notre famille. Et on a besoin d'une personne. Mais, s'il vous plaît, faites l'effort, hein, souvent de garder les secrets des autres. Parce que à partir de ça,
une personne peut se suicider. Donc, pardonner à Sabari. On va faire comme à l'époque de nos mamans, nos grands-mères. Oui, je pense que ce sujet devient vraiment très intéressant, surtout l'aspect que vous venez de toucher, savoir à qui se confier. On rencontre des personnes aujourd'hui et demain, ces personnes-là, on se dit, ces personnes sont nos amis. Bon, quelle est l'étape normalement? Combien de temps il faut normalement pour... parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. Plus forte raison de dire qu'on connaît une autre personne. Alors, moi, j'aimerais beaucoup inviter tout un chacun à avoir une certaine prudence dans la vie. Même ton papa, même ta maman peut te faire du mal. Donc, imagine-toi, si c'est un ami, il faut savoir où mettre les pieds. Comme Charlène l'a dit, savoir à qui se confier. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que quand on discute avec certaines personnes sur certains sujets, les gens disent bon, tu sais, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que ce que j'ai eu dans ma vie, moi je suis vraiment dégoûtée de l'amitié. L'amitié que je suis en train de te voir faire là, ça ne rime à rien, ça ne va aller nulle part. Mais c'est désolant parce que un ami peut te propulser très haut. Pourquoi ne pas essayer de propulser nos amis très haut? Le même peut te rabaisser aussi. Voilà. Exactement. Pourquoi ne pas essayer de faire du bien en fait? On le dit souvent, les doigts de la main ne se ressemblent pas. Peut-être que tu vois ton ami aujourd'hui, son étoile brille, mais au lieu de l'envier, tu ne sais pas si en l'encourageant, en étant tout le temps avec cette personne, en ouvrant ton cœur à cette personne, en étant vrai, juste envers cette personne, si Dieu peut t'ouvrir les portes, tu vas te dire non, parce que, bon, Charlène, elle et moi, on est des amis, mais je la vois, tout le temps, les pimpantes, c'est les billets de 10 000, elle sort, elle n'a aucun problème dans sa vie. C'est la prophétie qu'on fait. Je reçois. Elle est mon amie et moi, je suis dans cette situation, mais attendez. Et puis, quand on est en amitié, apprenons à nous connaître. Il y a des gens aussi, il y a de ces personnes qui aiment trop se faire voir. Tu sais que ton ami n'a pas la même situation que toi, mais c'est toi qui t'en vas lui raconter les choses sur ta vie tout le temps. Tout ce qui se passe. Ça rime à quoi? Que ton mari a fait ci, ton mari a fait ça, demain on arrache ton mari, tu te plains. Ouais, c'est l'occasion de dire que même si on est amis, vous savez, il faut apprendre aussi à retenir sa langue. C'est ça, il faut être sage dans la vie. Il faut avoir des limites, oui, parce que c'est dangereux. Lorsqu'on remarque que tu as une personne, un ami vraiment intime, si on veut t'avoir, on passe par cet ami-là. C'est simple. Et si cet ami-là n'est pas vraiment loyal, je t'assure qu'on t'aura. Et je sais très bien de quoi je parle. Alors, il faudrait une certaine prudence. Et puis, tout comme dans les relations amoureuses, même en amitié, à un moment donné, il faut faire un petit bilan. J'ai comme ami telle personne depuis, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 10 ans. Quel bilan je peux faire? Est-ce que cette amitié-là me profite? Quand ça ne te profite pas là, il faut chercher ailleurs. Quand on dit profiter, on ne parle pas forcément d'argent, ou bien de bien matériel. On parle de si dans ta tête ça va mieux. C'est ça, il faut comprendre. Parce que quand on parle de... Non, c'est vrai, quand on parle de profiter, les gens pensent directement au matériel. Parce que je connais mon frère, il n'est pas matérialiste. C'est comme ça que j'insiste, n'est-ce pas? Merci mon frère. C'est important parce que lorsque tu as un ami qui n'arrive pas à t'aider, à te surpasser, cet ami-là n'arrive pas à t'amener à reconnaître tes qualités, tes défauts. Quelqu'un qui est c'est tout comme un coach. Mais regardez lors des matchs, regardez lors même de la boxe. On te dit non, tu peux le faire, tu peux faire ceci même lors de... Il y a plusieurs disciplines, on te dit non, vas-y, tu peux le faire. C'est ça en fait, c'est comme un ami en fait. Il te motive, il te dit tu es capable de faire ceci, tu pourras le faire. Parfois même, il y a des situations qui se présentent, tu te dis mon cher ami, je pense que ça là, c'est pas de mon niveau. Il te dit non, tel que je te connais, tu peux y arriver, tu peux faire ceci. On a connu des gens qui n'ont pas voulu faire certaines choses dans cette vie, mais les amis les ont tellement motivés qu'à un moment donné, ils ont gagné même des postes dans ce pays, ils ont eu leur emploi grâce à la motivation des amis. Alors moi je voudrais quand même revenir là-dessus, et ce matin vraiment je voudrais jeter des fleurs, saluer ces amis qui sont vraiment loyaux. Et je n'oublie pas mon ami JP, il se connaît, s'il nous suit, je le salue vraiment parce que il y a des gens qui sont tellement d'une certaine loyauté, et ça c'est une grâce aussi. C'est une grâce, et quand quelqu'un a ce talent-là, il faut le lui reconnaître. Parfois c'est en amitié, arriver à vous faire des compliments. Il faut arriver à dire à cette personne que tu sais
tu es quelque chose pour moi, tu comptes beaucoup pour moi. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe de gratitude et ça motive quoi. Mais quand il n'y a pas ça, il y a l'ingratitude. À un moment donné, des idées tordues commencent par s'installer et on peut te vendre comme Jésus, comme Judas et puis ça passe quoi. C'est important. En tout cas. Alors, juste pour finir, il y a aussi certains facteurs qu'il faut prendre en compte parce que Jacques parle de loyauté qui est très importante et parfois c'est la manière dont il faut trouver la limite qui est un peu difficile parce que lorsque vous devenez trop proche, l'intensité émotionnelle que vous partagez devient très importante et donc c'est difficile de se retenir sur certains aspects. Donc c'est important que l'on puisse maîtriser, se maîtriser parfois aussi lorsqu'on est avec ses amis. Mais pour jauger aussi parfois la qualité de l'amitié que vous entretenez avec une personne, eh bien, il faut aussi jauger ou bien mesurer le taux de réciprocité qu'il y a, c'est-à-dire qu'à certains niveaux, que ce soit même pour les services que vous rendez à vous-même, il faut jauger ça aussi parce que parfois, on vous berne simplement, on vous dit que vous êtes des amis, mais la personne est là pour, parce que vous pouvez lui faire quelque chose, autre chose, mais pas forcément parce que la personne vous aime. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir jauger de manière un peu physique aussi parfois ce que vous partagez pour justement savoir si la personne avec laquelle vous êtes est sincère avec vous ou pas. Donc voilà, moi j'en ai fini pour la cause. Les amitiés à temps de vampire. J'aimerais ajouter, il y a certaines amitiés quand tu vois une personne tout le temps se confie à l'autre, mais jamais l'autre se confie à la personne. Quand c'est comme ça, là, tangente directe. C'est très dangereux. Parce que quand vous racontez des secrets, et la personne a peur de dévoiler toi tes secrets, parce qu'elle sait que tu es là aussi son doigt dans ta bouche. Donc souvent, faut sortir voilà. Non, il peut aussi arriver des secrets aussi montés, hein. Quand la personne sait qu'elle ne peut pas tout te confier et tout le temps c'est toi qui te confies à elle, par moment elle peut faire des scénarios et te dire que tu sais, mon frère, je voudrais te partager. Là, il faut être éveillé. Alors, il faut arriver à voir ce que vous partagez. Est-ce que c'est vraiment sincère? Vous savez, à un moment donné, le cœur ne trompe pas. Notre intuition ne trompe pas. Il y aura quand même des indices qui vont quand même arriver à te prouver que cette personne fait exactement. Quelqu'un qui te dit que tel a fait ci. Quelqu'un qui te l'a fait ci et tu lui demandes, mais tu as entendu ça? Non, mais c'est elle-même qui m'a dit. Comment ça? Imagine ce qu'elle va raconter de toi. Non, ce que je peux te dire, tu peux aller dire. Tu peux aller raconter facilement. Soyons ouverts en fait. Soyons des personnes qui réfléchissent, qui font éveillé. Voilà. Je ne sais même pas quel thème. On dirait ça te dit quelque chose. Nostalgie. Vous savez qu'il y a des filles qui ont perdu leur virginité dans cette histoire d'amitié là. C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Pardon, Info du jour. En Égypte, une entreprise fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. C'est un reportage de nos confrères de Africa News. Suivez. En Égypte, une entreprise fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green, créé il y a 3 ans. Les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment. Nous avons inventé une technologie et un processus industriel qui nous permet de transformer toute forme de déchets plastiques, notamment ceux de faible valeur, en matériaux de construction. Nous fabriquons un matériau appelé composite d'agrégats polymères dans lequel nous mélangeons des déchets plastiques avec des agrégats naturels comme le sable et le gravier afin de produire un substitut au béton. Nous pouvons utiliser ce composite pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a 2 ans, la start-up avait fourni des tuiles à emboîtement pour un sentier à l'intérieur du complexe administratif de Sodic, un promoteur immobilier de premier plan.
L'expertise de Teal Green et sa passion pour la production de matériaux de construction est très intéressante d'un point de vue technique, qualitatif et esthétique. Cela nous donne l'occasion de collaborer avec une telle start-up, non seulement parce qu'il s'agit de matériaux de construction de haute qualité, mais aussi parce qu'il est esthétiquement plaisant. Teal Green est l'une des nombreuses start-up qui ont émergé en Égypte ces dernières années, offrant des solutions pour la durabilité et la transformation verte dans divers secteurs. Nous devons offrir aux start-up des incitations afin qu'ils puissent continuer à exister sur le marché égyptien et à se développer. Parallèlement, nous devons également sensibiliser les promoteurs et les utilisateurs à l'existence de ces options sur le marché. Tout concepteur qui souhaite construire un bâtiment écologique doit d'abord savoir quels sont les matériaux écologiques disponibles. Dans une petite usine à quelques encablures à l'est du Caire, Teal Green produit environ 5000 tuiles par mois. Dans un pays où les industries de la construction et de la fabrication sont responsables de 23% des émissions de CO2, selon les chiffres du gouvernement égyptien. C'était donc l'info du jour. Tout de suite, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, à défi de la semaine. Pour les fidèles téléspectateurs de SOS Dr TV, surtout de l'émission Le Plateau du Bien-être, vous le savez, les lundis, Ézéchiel nous propose un défi à relever tout au long de la semaine. Aujourd'hui, Ézéchiel, c'est quoi le défi du jour? Doucement là. En tant que grand écologiste. Doucement là. En tant que grand écologiste et économiste. Vous savez, pendant mon week-end, comme je vous dis, hein, je m'inspire toujours de la vie de tous les jours pour vous servir, voilà, les défis à relever parce que parfois ça relève de l'environnement et de la société dans laquelle aussi nous vivons. Eh bien, j'ai constaté que le gaspillage doit être devenu un mode de vie
très important. Et puis le comble, c'est que nous le faisons sans nous en rendre compte. C'est-à-dire que nous gaspillons de l'eau sans nous en rendre compte, alors que sous dessus, c'est très difficile d'avoir même 1 litre d'eau par jour. Exactement. Que ce soit la consommation, même bien pour les tâches. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on rappelle aux gens dans quelle mesure il faut utiliser l'eau et comment justement éviter ce gaspillage-là. Donc, ce sera pour moi le défi de cette semaine que je vais proposer à nos chers amis. Donc, on me diront, c'est quoi exactement le gaspillage d'eau? Ou bien, comment est-ce qu'on gaspille de l'eau? Eh bien, dès le moment où vous utilisez de l'eau pour quelque chose qui n'est pas vital, eh bien, ça devient du gaspillage. Et il faut savoir que ça se produit dans chaque maison, dans chaque foyer. Ce gaspillage-là s'effectue par chaque personne de chaque foyer, ce qui rend encore plus important la quantité d'eau ou bien le volume d'eau gaspillé par jour, par semaine, par mois, et etc., par année. Donc, ce qui est vital à l'homme, c'est de boire de l'eau. Le reste des activités domestiques ne nécessite pas forcément de l'eau pure, c'est-à-dire que de l'eau potable. Donc, on peut utiliser de l'eau peut-être déjà utilisée pour gérer ces activités-là. Quand je prends le cas des personnes, entre guillemets, qui n'utilisent pas des toilettes modernes, c'est pas la peine de prendre de l'eau pure pour évacuer les besoins qu'on a fait, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'eau avec laquelle on a déjà lavé un truc pour évacuer les toilettes. Exactement. Vous voyez, ça devient vital. Enfin, c'est pas vital, mais on peut utiliser de l'eau proprement dit, justement, pour évacuer ces toilettes. C'est très important. Donc, c'est un aspect, un exemple que je donne comme ça, justement, pour permettre aux gens de pouvoir économiser de l'eau chez eux. Maintenant, il y a aussi l'aspect où, par exemple, lorsque nous nous brossons les dents, nous ne fermons pas le robinet le temps de se brosser. C'est-à-dire que quand on ouvre le lavabo, quand tu commences, c'est jusqu'à la fin. Quand tu ouvres l'eau du lavabo et que tu te brosses, justement, je pense que c'est ce qui est démontré sur l'image. On ouvre le robinet jusqu'à la fin du brossage avant de fermer le robinet. C'est un gaspillage. On pense que c'est la belle vie. On pense que voilà, c'est la belle vie que nous menons, alors que pas du tout. C'est du gaspillage vraiment que nous faisons. Donc c'est important de pouvoir se rendre compte aussi, même dans la vaisselle, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'eau du lavabo de la vaisselle pendant toute la vaisselle. Ouvrez un peu d'eau, fermez, comment dit-on, bouchez juste le lavabo de la douche, et bien finissez la lessive, puis réouvrez la pour rincer, après ouvrez l'eau et puis évacuez tout simplement. Mais quand vous laissez le robinet ouvert jusqu'à la fin de la vaisselle, alors qu'il y a des vaisselles qui sont très longues, ben vous gaspillez énormément d'eau aussi. Alors, pour éviter aussi le gaspillage, je peux donner quelques astuces. Par exemple, prenez des douches plus courtes. On ne dit pas de doucher. Je ne dis pas de ne pas vous laver. C'est ce que tu as créé là. Les amis, il y a une différence. Surtout les hommes. Les amis. Il y a un problème avec la avant c'était 1 minute. Maintenant, là, ça va. Les amis, il y a une différence. Il y a une différence entre prendre une douche plus courte et bien se doucher. S'il vous plaît. Prenez des douches plus courtes, mais douchez-vous bien, c'est important. C'est vrai que ça permet de ne pas gaspiller de l'eau, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que vous sortiez de la douche propre. Donc on peut prendre des douches courtes et bien se doucher. C'est très important. Il faut aussi installer dans les toilettes ou bien dans les robinets des toilettes ou bien les robinets de nos maisons ce qu'on appelle une pomme de douche et des robinets à débit réduit ou un aérateur. Donc c'est disons un objet qui permet justement de filtrer l'eau et en tout cas de filtrer la quantité d'eau qui sort par seconde par exemple. Donc ça permet d'économiser aussi de l'eau. J'espère qu'on pourra l'avoir à l'image avec la réalisation. Donc c'est disons un truc qu'on place dans le robinet, dans la partie où l'eau sort aussi, pour permettre de filtrer l'eau. Fermez aussi les robinets, comme je l'ai dit, quand vous faites vos activités, c'est très important. Donc voilà, le mousseur, c'est ça, c'est le mousseur qu'on a à l'écran, c'est le mousseur qui permet, c'est l'accessoire qui se fixe à la sortie des robinets de cuisine ou de salle de bain afin de diminuer le débit d'eau. Donc il permet aussi de réaliser des économies, de filtrer l'eau et d'éviter les éclaboussures. Vous savez que parfois, quand on veut prendre de l'eau et mettre de l'eau, ça s'éclabousse sur le visage. Donc ça permet aussi d'éviter les éclaboussures. Donc on l'appelle également aérateur d'eau ou encore réducteur, aérateur, régulateur de jet ou encore économiseur d'eau. Voilà, donc c'est disons
l'outil principal qui va vous permettre de pouvoir économiser beaucoup d'eau chez vous. Lorsque vous ouvrez l'eau chez vous, pensez aux personnes qui n'ont pas accès facile à l'eau comme vous, et donc faites un effort pour préserver les quantités d'eau que vous avez chez vous. Ça sera tout pour moi, Blandine. Merci beaucoup, Ezekiel. Je comprends mieux pourquoi il parlait de l'écologie, de l'économie. Blandine, tu vois que Charlène est fan de la revue biologique. Moi, Et puis, il faut est-ce que dire j'ai que pas parfois, quand on sait que c'est pas nous qui allons payer, la facture. C'est vrai. On a vu. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Bien, On on a va à une sortie quelque part, tout frais payé, on dit tu sais, je vais dépenser pour vivre la même. Dans un hôtel par exemple, On tu dit, te dis, ah, j'ai payé, j'ai payé même. J'ai payé, donc je vais J'ai gaspiller. payé pour la nuit, donc tout ce que je trouve là, je vais utiliser Voilà, ça. c'est même pas logique. C'est un peu ça. Très beau message pour nous ce matin, Ezekiel. J'espère que nos chers téléspectateurs ont apprécié également et essayeront de moins gaspiller d'eau tout au long de cette semaine, des semaines à venir, tout au long du mois. Des années à venir. Continuons. Voilà. Merci donc, ce sera donc tout pour défi de la semaine. Tout de suite, recette de la semaine. Aujourd'hui, dans recette de la semaine, Charlène nous apprend à conserver efficacement les tomates. Vous savez, hein, il y a les saisons de tomates, il y a des saisons, tu cherches tomates mais au marché, là, tu ne trouves pas. Et ce qui m'étonne, c'est que les dames qui vendent du com, là, elles ne continuent pas à vendre. Et quand tu vas, tu achètes ton com, la sauce finie, tu retournes chez la dame pour qu'elle t'ajoute, elle t'ajoute sans problème. On se demande, c'est dans le même Togo, là, nous tous nous sommes comment. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment conserver efficacement vos tomates. J'ai deux méthodes. La première méthode, c'est de couper vos tomates fraîches en 4 morceaux. Bon, en cuisine, on dit en quartier, coupé en quartier, mais bon. Doucement, excuse-moi beaucoup. Non, comme... Jacques, pardon, fais-moi doucement. Donc, vous les découpez en 4 et vous les séchez. Dès que c'est sec, vous les gardez. Lorsque vous voulez faire votre sauce tomate, vous écrasez, vous faites la sauce tomate. Sauf que cette méthode noircit la tomate. Quand vous faites votre sauce, vous remarquez que la sauce est un peu noire. Voilà, c'est parce que vous avez séché que la couleur est comme ça. La couleur de la sauce, je veux dire. Maintenant, la deuxième méthode, celle que je vous conseille vivement, c'est d'abord de bien laver vos tomates fraîches, les écraser, les mettre au feu, laisser jusqu'à ce que l'eau ne se sèche. Et quand c'est séché, vous prenez un bocal en verre, vous stérilisez. Vous mettez de l'eau au feu, je vais expliquer, vous mettez de l'eau au feu, quand ça bout, vous introduisez votre bocal, vous couvrez pendant un moment et puis vous sortez, voilà. Et quand l'eau a séché de la tomate, vous renversez la tomate dans le bocal, vous fermez, vous remettez une autre eau au feu. Quand l'eau vous introduisez votre bocal contenant la tomate fraîche, vous laissez pendant un moment. Ça permet à ce que ça soit fermé hermétiquement. Voilà. Et vous enlevez. Ça peut faire 1 année, 2 années, ça dépendra de vous. Même quand vous n'avez pas, on utilise, on referme. Oui. Vous n'avez, non, quand vous prenez, vous faites de telle sorte que quand vous prenez un bocal, vous l'utilisez. Voilà. Vous n'ouvrez pas, refermer. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin de mettre ça au frigo. Dès que vous trouvez un emplacement dans la cuisine, vous le mettez et puis voilà. Vous avez votre tomate. Et là, ça devient comme de la tomate un peu concentrée. Je trouve que c'est bien parfois quand on a envie de manger pour les célibataires. Tu peux payer une bonne quantité d'arpents chez toi à la maison. Tu fais une sauce comme ça. Là, tu prends, et tu es tranquille. Quand tu viens, tu n'as pas envie de faire la cuisine. Tu prends tes boulots là. Et tu es tranquille. Comment tu prends les boules, tu es tranquille? Puisque dedans, on n'a pas de sel. Non, je peux peut-être essayer de faire une façon là, mettre tout en même temps. Et je fais. Pardon, ce que j'ai donné là, on ne met rien dedans. On ne met rien dedans. On ne met rien, pardon. Je pense qu'on va rebaptiser le set de la semaine là. On va mettre les calvaires de Jacques.
mais j'aurais aimé, par exemple, astuce là, qu'on nous donne également des astuces qui vont nous permettre de réutiliser la tomate ouverte. Parce que il peut nous arriver qu'on ouvre un bocal et qu'on ne le finisse pas. Bon, ce que tu auras à faire, c'est de trouver de petits, voilà. Un petit bocal, par exemple. Voilà, tu sais. Là, tu peux l'utiliser pour une préparation. C'est pas évident. C'est pas évident. Jacques, marie-toi. Si tu veux acheter un grand bocal, marie-toi. Je suis à 15%. C'est ça. Et fais des enfants. Parce que depuis la temps, la fête de 15%, là, je ne comprends pas. C'est 15%, je suis à 15%. Donc, achète un petit bocal, tu le fais. Donc, c'est parti pour une année minimum. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ce sera tout pour aujourd'hui. Charlène, ce que tu fais là, Dieu te voit. Un jour, je vais te surprendre. Puis notre anniversaire arrive, on va manger. Laisse-la. Il faut bien faire les choses. Donc, moi, mon anniversaire est devenu anniversaire Non, je parle d'anniversaire. Je parle de la télé. Ah, excusez-moi beaucoup. Donc, on doit manger. Même ton anniversaire, on va manger. Ce qui est anniversaire, on va manger. Ce sera donc tout pour la recette de la semaine. Il s'agissait de comment conserver efficacement les tomates. On part, on pause et on revient juste après. Bon, je pense qu'il y a un petit souci de l'autre côté. Non, c'est ma recette de tomates. C'est la recette a bloqué les ça éblouit Apollinaire de l'autre côté. Donc, voilà. Bon, Apollinaire, coucou au passage. Un petit coucou. C'est pas rivalité. Bon, on va maintenant y aller. Retour donc sur ce plateau en compagnie de notre invité qui est déjà bien installé. Il s'agit du docteur Rounsi Yavedo Damien. Il est médecin généraliste. Avec lui, nous aurons à discuter aujourd'hui sur la sexualité précoce. Quel danger? Bonjour docteur. Bonjour Madame Bredine, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Je vais bien également. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Bon, je vous reviens tout à l'heure, le temps de permettre à Jacques de faire sa chronique. Que sais-je?
Aujourd'hui, la rubrique qui rend le savoir contagieux nous transporte encore très loin. Jacques, franchement. L'antiseptique de l'ignorance. Ouais, c'est vraiment l'antiseptique de l'ignorance. Jacques on se pose souvent la question de savoir faire pipi au lit, après un rapport sexuel. Est-ce que ça évite de tomber enceinte? Voilà. Il faut dire que c'est un bon sujet. C'est un très grand sujet. Ouais, heureusement que le médecin ici. il nous en dira plus. Oui. Et puis le thème d'aujourd'hui a un lien aussi avec le thème de l'invité. Oui. Surtout quand on est jeune, on finit de faire des rapports sexuels non protégés. Et quand même, maintenant, on commence par faire des calculs de calendrier. Dans les calculs mathématiques. Pour voir ce que les astres disent. Justement, on se pose assez de questions. Et en ce moment-là, les astuces, tout ce qu'on trouve comme astuces, là, ça passe. Et on se fie à des amis, à certaines personnes qui disent, tu sais, juste après ça, il faut prendre une bonne quantité d'eau. Ça va te permettre de faire pipi. Et quand tu fais pipi, ça mélange un peu les spermatozoïdes. Et ça fait sortir tout. Donc, on pense que c'est ça qui va éviter les risques de grossesse. Donc, on va jusqu'à dire qu'il faut prendre quoi? Une eau bien citronnée. Et avec l'acidité là, ça tue les spermatozoïdes. C'est à la fois drôle et à la fois très grave. Donc, il faut comprendre que c'est une fausseté, c'est archi faux. Faire pipi après les rapports sexuels ne protège pas contre les risques de grossesse. Et plutôt, c'est recommandé pour éviter ou réduire un peu les risques d'infection, surtout chez la femme. Donc, il faut dire qu'au niveau de la femme, il y a plusieurs orifices. Et l'urètre de la femme n'est pas loin du vagin. Ce qui fait que pendant les rapports sexuels, les bactéries peuvent facilement migrer vers l'urètre. Et donc, pour avoir cet effet-là de chasse, cet effet-là qui permet de chasser ou encore de réduire un peu ces risques d'infection, il est souvent recommandé à la femme, juste après les rapports sexuels, de faire pipi pour permettre à ce que, voilà, on puisse réduire un peu ou encore faire chasser un peu ces bactéries. Et il faut dire que lorsque la femme ovule, d'accord, les spermatozoïdes entrent dans le vagin, donc peuvent atteindre rapidement l'ovule. Et voilà, uriner ne peut pas amener ces spermatozoïdes-là à sortir par l'urètre. Ça, c'est archi faux. Donc, l'ovule, c'est pas dans l'urètre. Donc, tout ce que nous apprenons auprès des amis ou sur la toile un peu partout, c'est des faussetés. Ça ne réduit jamais les risques de grossesse. Si peut-être on veut éviter les risques de grossesse, il y a des méthodes contraceptives. Donc, soit utiliser les préservatifs. Les jeunes aujourd'hui n'aiment pas trop les préservatifs. C'est pour quelle raison? On ne mange pas la banane avec la c'est pour quelle raison? Alors que porter les préservatifs, c'est pas seulement pour éviter les risques de grossesse, il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est important de le dire. Soit vous utilisez les pilules, la pilule du lendemain ou encore d'autres méthodes contraceptives. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je déplore le fait que des jeunes, pour des questions d'activité sexuelle, de jeunes qui n'ont même pas encore d'enfants, se permettent de faire une planification familiale. Bon, chacun avec ses appréciations, mais je dirais que c'est ces méthodes-là qui peuvent nous permettre d'éviter les risques de grossesse, mais faire pipi, c'est pour nous permettre de réduire les risques d'infection. Docteur. Effectivement, c'est M. Jacques. Oui. M. Jacques a bien expliqué, il a raison, il a même expliqué l'importance de faire les pipis après les rapports sexuels. Pipi après rapport sexuel n'a pas d'effet sur la grossesse. Si vous allez tomber enceinte, vous allez tomber enceinte. C'est plus pour éviter les infections, et il a bien expliqué chez les femmes. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que les microbes qui entraînent ces infections chez la femme, ce ne sont pas des microbes qui viennent d'ailleurs. C'est les microbes qui constituent la flore vaginale de la femme. Parce que la flore vaginale, ce sont des microbes qui sont là pour protéger l'appareil génital de la femme contre les autres microbes. Mais ces microbes ne sont pas adaptés à l'appareil uriné. Donc s'il arrive que ces microbes, parce que lors du coït, il y a tout un mélange là-bas. Il y a le liquide qui est là-bas, qui se propage un peu partout. Donc ces microbes peuvent migrer, rentrer dans l'urètre, pénétrer dans la vessie et entraîner une infection Voilà. Vous avez entendu. Faire
faire pipi après les rapports sexuels là. Ça ne vous protège pas. Ça va vous laisser. Ça laisse. Et comme le disait Jacques à l'entame de sa rubrique, nous allons nous entretenir sur un sujet similaire avec le docteur, aujourd'hui le docteur Damien, sur comment, sur les risques du fait d'avoir des relations sexuelles très précoces. Alors déjà, qu'entend-on par sexualité précoce? Alors, sexualité précoce, c'est l'ensemble des comportements sexualisés qui sont observés chez les jeunes avant l'âge de maturité. L'âge de maturité qui se situe autour de 17 ans, 16 ans. Donc, il faut dire, lorsqu'on parle de comportement sexualisé, ce n'est pas seulement la pénétration, y compris les caresses et les masturbations. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 13 ans, 14 ans qui commencent déjà pas à se masturber. Donc, tous ces phénomènes, c'est ça qu'on regroupe sous le terme de sexualité précoce. 15 ans là. 16 ans, 17 ans. Autour de 16 à 17 ans, oui. Parce que l'adolescence finit à 17 ans. À partir de 17 ans, la maturité commence. Donc, à partir de 17 ans, l'enfant est capable de prendre ses propres décisions, décider de sa vie sexuelle et tout. Donc, après 17 ans, c'est une sexualité précoce. Mais avant, c'est une sexualité précoce. Puisqu'on a des gens qui ont 15 ans, 16 ans, mais on ne dirait pas. Oui, ça c'est morphologiquement. Morphologiquement. C'est vrai, morphologiquement, on ne dirait pas, mais psychologiquement, l'enfant n'est pas encore prêt. Et c'est plus sur ça que la sexualité précoce se définit. Une maturité, l'enfant doit être capable de faire face aux conséquences de ses actes. À 16 ans, l'enfant peut avoir un physique énorme, mais psychologiquement, l'enfant n'est pas encore prêt pour faire face à ces conséquences. C'est ce qu'on voit même d'ailleurs aujourd'hui. Jeune frère, c'est l'application. Parfois, même, c'est la responsabilité qui fait que tu vois certaines choses, tu dis, bon, frère, faut doser un peu. Sinon... C'est dur, hein, c'est dur. Et parlant de sexualité précoce, vous l'avez dit, il y a de ces jeunes-là qui se masturbent et qui font d'autres pratiques, les caresses et tout. Et quels sont ces facteurs-là qui influencent sur la précocité des rapports sexuels? Alors, nous avons beaucoup de facteurs. Mais en premier lieu, moi, je mets l'absence ou soit le manque d'éducation sexuelle. Alors, vous savez, l'enfant qui est né dans une famille, l'enfant, surtout dans notre culture africaine et togolaise, l'enfant grandit en n'ayant aucune notion sur la sexualité. Après 12 ans, 11 ans, l'enfant rentre dans l'adolescence, dans la puberté. Il y aura des transformations physiques, psychologiques, hormonales qui vont commencer par se mettre en place. La jeune fille, par exemple, va commencer par pousser les seins. Les fesses vont commencer par sortir. Intérieurement, il y aura le désir d'aller vers un homme. Déjà à partir de 15 ans, le désir d'aller vers un homme se présente. Mais l'enfant n'a pas été éduqué sur la sexualité, ne connaît pas le bon côté ni le mauvais côté. En éducation, on lui enseigne ça là. Non, parce que déjà à l'adolescence, dès que l'enfant commence par ressentir le besoin, il va aller chercher. Sur l'internet, il y a les sites pornographiques qui sont libres actuellement. Il y a ses amis qui peut-être sont déjà en train de faire l'acte. Donc l'enfant va aller chercher. Quand l'enfant va aller chercher, c'est plutôt le côté plaisir que l'enfant va découvrir. C'est-à-dire, on va lui dire que quand tu fais l'amour, tu auras un sentiment agréable, le plaisir. Donc c'est sur ça que l'enfant va se concentrer et va oublier tout le danger qui est là. Et en ce moment, quand un adulte viendra pour lui parler du mauvais côté, l'enfant ne va plus croire à l'adulte. Pour lui, les adultes sont en train de faire quelque chose qui est bon et au même moment l'interdisent aux jeunes. Donc l'enfant va se lancer dans la sexualité sans connaître les dangers. Ou soit l'enfant arrive à cet âge, il y a un monsieur qui est venu auprès de la jeune fille, peut-être la tromper avec de l'argent. Ne connaissant pas les côtés négatifs de la sexualité, la jeune fille tombe dedans. Donc l'éducation, le manque d'éducation, soit l'absence d'éducation sexuelle est la première cause. À part ça, nous avons la pauvreté. Je dis que... L'enfant sort d'une famille pauvre, l'enfant est pauvre, surtout les jeunes filles. Tu arrives à l'adolescence, tu vois tes camarades qui ont une vie un peu aisée. Il y a un monsieur qui vient, qui te propose de l'argent en échange de ton corps. C'est pas facile de refuser. Donc la fille peut tomber dans la sexualité précoce. Nous avons les médias, les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, les médias qui font la publicité de la sexualité sont nombreux par rapport aux médias qui véhiculent les bonnes informations. Sur l'éducation. Les feuilletons qui passent sur les télés, notamment Novelas, à 90% c'est la sexualité. Donc quand vous laissez votre enfant depuis le jeune âge en train de regarder ces feuilletons, l'adolescence, l'enfant va forcément tomber dans la sexualité précoce. Parce que c'est avec ça qu'il a grandi. C'est ça qu'il connaît. Alors, sans faire aucune forme de publicité à qui que ce soit, j'aimerais qu'on parle bien des dangers parce que c'est vrai que généralement ce sont les jeunes filles qui pâtissent de cette précocité de la relation sexuelle. Mais dites-nous, comment est-ce que cette précocité peut-elle affecter la santé reproductive chez la jeune fille, par exemple? Chez la jeune fille. Alors, la jeune fille qui commence très tôt les rapports sexuels, sa santé reproductive est en jeu. Premièrement, nous prenons les infections vaginales. La jeune fille qui commence très tôt les rapports sexuels est exposée aux infections vaginales. Maintenant, lorsque les infections vaginales vont arriver, la jeune fille, premièrement, elle n'a pas les moyens pour aller se consulter. Elle ne peut pas aller chez ses parents pour aller leur dire que papa, maman, j'ai attrapé une infection vaginale. On va lui poser la question, tu as trouvé ça où? Donc, elle décide de garder ça pour elle. L'infection va évoluer, va rentrer dans l'utérus. C'est les trompes qui seront atteintes. Et après, on va commencer par parler des trompes bouchées. La fille aura des difficultés à faire des enfants après. Les avortements clandestins, avec toutes leurs conséquences, qui peut évoluer jusqu'à le traitement, peut être l'ablation de l'utérus. On sera obligé d'enlever l'utérus de la jeune fille. Une fille qui n'a plus d'utérus ne peut plus faire des enfants. Il y a également les incompatibilités fœto-maternelles. Les incompatibilités fœto-maternelles liées aux avortements clandestins. Si la jeune fille peut être affaire les avortements clandestins, il n'y a pas une question de suivi. Donc on ne sait pas si l'enfant qui est sorti est de résultats positifs ou négatifs. On ne contrôle pas les résultats de la maman. Si c'était dans le cas et le sérum anti-D n'est pas fait, la jeune fille va développer une résistance contre les futurs enfants qui seront de résultats négatifs. Et là, c'est des fausses couches qui vont s'accumuler. Au cas où l'enfant décide de garder la grossesse, il y a les complications obstétricales qui vont venir, notamment les hypertensions liées à la grossesse, la pré-éclampsie, l'éclampsie qui vont entraîner peut-être un mort fœtal, une mort fœtale plutôt pour la grossesse actuelle et plus tard va exposer l'enfant à des risques de fausses couches et des morts fœtales. Mais est-ce que c'est seulement la jeune fille? Est-ce que le garçon aussi n'est pas exposé? Parce que... Le garçon, oui, le garçon est exposé, mais c'est un peu plus moins parce que le garçon, c'est juste les infections. C'est juste les infections. Les infections peuvent faire que le garçon aussi peut avoir des difficultés à concevoir. Mais c'est plus chez la jeune fille. Bon, justement, parlant des infections et autres, quelle stratégie recommandez-vous à ceux-là qui sont à la maison, à ces jeunes frères et sœurs qui sont à la maison, qui nous suivent actuellement, pour les sensibiliser sur les dangers liés à la précocité des rapports sexuels? Alors moi j'aimerais peut-être même ajouter parce que pour aussi sensibiliser, il faut aussi savoir comment aborder le sujet. Ouais, c'est clair, amener les jeunes à l'aise. De nous dire aussi un peu comment est-ce qu'on peut justement aborder le sujet, les mettre à l'aise pour qu'ils puissent s'exprimer et poser peut-être les bonnes questions pour mieux s'en sortir. La confiance surtout. D'abord la stratégie, moi je dirais ça doit évoluer en 3 niveaux. Premièrement les parents. Il faut que les parents commencent par s'impliquer dans l'éducation sexuelle de leur enfant. Un enfant, c'est pas seulement lui donner de l'argent, lui payer une bonne école, mais assurer également son éducation sexuelle. La société, par exemple, ce que vous êtes en train de faire, c'est une manière d'éduquer la population. Il y a les organisations non gouvernementales qui sont là, qui peuvent mettre les moyens. Les personnes qui ont la compétence d'éduquer, ils peuvent actuellement, il y a les réseaux sociaux, peuvent décider de passer par les réseaux sociaux pour éduquer la jeunesse. Et en troisième volet, il faut que l'État aussi commence par y mettre du sien. On peut mettre un programme dans le programme éducatif, déjà au cours primaire ou soit au collège, pour pouvoir informer les enfants sur les dangers de la sexualité précoce et faire une éducation sexuelle en bonne et due forme. Maintenant, comment s'y prendre? La première des choses à faire, il faut créer un environnement de confiance. Il faut mettre le jeune en confiance. Le jeune doit vous faire confiance et sera capable de vous dire tous ses désirs et autres. Il faut être cohérent et clair. Lorsqu'il faut parler de la sexualité, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si vous trompez l'enfant
L'enfant va aller dehors, l'enfant va aller chercher, il y a l'Internet. Et si l'enfant constate que ce que vous lui avez dit n'est pas la réalité, c'est fini, l'enfant ne va plus revenir vers vous. Il faut utiliser les outils éducatifs, les télés, les médias qui parlent de la sexualité, les livres, les vidéos qui parlent de la sexualité. Et aussi encourager les jeunes à poser des questions. Encourager les jeunes à poser les questions, à présenter leurs ressentis, leurs difficultés et tout. Parler sur les valeurs et les choix. Parce que nous tous, nous sortons d'une famille et il y a des valeurs familiales qui sont là, des valeurs personnelles. Quelles sont les valeurs que le jeune doit avoir pour mener sa vie? Le choix de son partenaire, le choix sur sa sexualité. Le jeune a le droit de choisir avec qui il doit sortir, quand faire les rapports sexuels et avec qui il faut le faire. Il faut parler du côté santé et du côté sécurité de la sexualité. Santé, c'est les méthodes de protection, les contraceptifs et tout. La sécurité, donner son consentement avant un rapport sexuel. Parler de l'aspect émotionnel de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas seulement le côté physique. Le côté émotionnel, c'est comment entretenir une relation saine. Comment développer une relation, comment, lorsque l'enfant se retrouve dans une relation toxique, comment faire pour sortir le plus tôt possible avant que les dangers n'arrivent. Et surtout, il faut être patient avec ces jeunes. Il faut être patient. Et il y a aussi un point essentiel, il faut donner le bon exemple. Si vous êtes un délinquant sexuel, vous ne pouvez pas éduquer un jeune. On ne peut pas demander, excusez-moi, on ne peut pas demander à une prostituée d'aller éduquer les jeunes, ça va être compliqué. Et en dernier recours, si vous ne pouvez pas, retournez-vous vers un professionnel qui peut prendre en charge l'éducation de votre enfant. Aujourd'hui, il y a des centres qui aident à la prise en charge ou encore à l'accompagnement des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Et vous avez touché plusieurs aspects, vous avez parlé des médias, des réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Comment arrivez-vous à évaluer l'impact que ces réseaux, ces médias-là ont sur la sexualité des jeunes? Alors, actuellement, je peux dire que l'impact des réseaux sociaux est négatif pour 3 raisons. Premièrement, les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux. Les contenus que nous produisons sont des contenus malsains. En deuxième position, il y a la promotion. On fait plus la promotion des contenus malsains que la promotion des contenus de bonne qualité. Par exemple, aujourd'hui, si on prend 10 jeunes Togolais qui vivent à Lomé, on leur demande s'ils connaissent SRTV, Dr TV. C'est à peine 1 sur les 10 qui connaissent la télé. Mais à côté, si on prend Nicapol, Kulolo, tout le monde connaît. Et en troisième position, les personnes qui ont l'information, qui ont la capacité d'éduquer, refusent d'aller sur les réseaux sociaux. Alors que c'est un moyen, au moins, pour équilibrer le contenu qui est en train de passer. Donc, si nous décidons, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour éduquer. Mais si nous croisons les bras, les réseaux sociaux vont détruire la vie de nos jeunes frères. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, très édition. J'étais même tellement transportée que j'ai oublié que l'émission devrait prendre fin. Bon, docteur, nous tendons comme cela vers la fin de cette émission. Est-ce que vous aurez un mot ou bien vous avez un mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Un mot de fin, c'est pour les parents spécialement. Prenez l'éducation sexuelle de votre enfant à main. C'est très important. C'est le seul moyen pour pouvoir les aider à l'aimer. Et peut-être après, si l'État aussi peut intervenir, l'État peut intervenir, mais plus l'éducation sexuelle par les parents. Et aux jeunes, soyez patients. Il n'y a rien. C'est-à-dire, la sexualité, après, vous serez dedans. C'est ça, quoi. Donc, pourquoi se presser pour avoir quelque chose qu'on aura forcément après? Ça ne sert à rien. En tout cas, j'espère que le message est passé. Soyez patients. Une chose est sûre, vous aurez à rencontrer cela à l'avenir. Donc, pour l'heure, concentrez-vous sur vos études. C'est le plus important. Et ainsi se referme l'émission de cette matinée. Merci Ézéchiel, merci Jacques. Un plaisir. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Monsieur Apollinaire, Monsieur Sylvain, je n'oublie pas Monsieur Patrick de l'autre côté. Merci également à vous, docteur, pour cette brillante intervention, pour ces conseils-là que vous nous avez donnés, qui à coup sûr vont permettre à nos chers téléspectateurs d'améliorer, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu n'as pas dit merci à Charlène. Oui. Bon. Charlène, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Ok, voilà. On se retrouve demain
à partir de 10h30 pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.